Bonjour et bienvenue à notre 13e épisode collaboratif entre Cybercitoyens et Polysécure. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper et Nicolas Loïc. Allô les garçons. Salut Catherine. Ça va bien? On n'a pas ressorti nos chapeaux d'aluminium pour aujourd'hui parce que honnêtement il faisait trop chaud en dessous de ça. Mais on pouvait pas passer à côté du sujet de conversation. En fait, on pouvait pas passer à côté de revenir sur justement les fameux Epstein Files, sachant que les dernières semaines n'ont été essentiellement qu'un déluge de tout ce qu'on pouvait trouver dans ces fichiers-là. Puis, on vous proposait de revenir un peu là-dessus puis de voir un peu est-ce que nos positions ont changé par rapport au dernier épisode, est-ce qu'on a des théories différentes, qu'est-ce qu'on veut aborder là-dessus. Mais pour commencer, je voulais qu'on aborde un peu le fameux éléphant dans la pièce, qui est quelque chose que moi, personnellement, j'ai vu beaucoup passer là, dans les réseaux sociaux. Puis on avait déjà abordé par le passé le concept de moment pivot dans les univers conspirationnistes. Puis je pense que le dévoilement de ces dossiers-là, en fait, essentiellement, ça va être un gros moment pivot pour beaucoup de gens où est-ce qu'ils vont se mettre un peu la main dans l'engrenage des conspirations. Puis, tu sais, ce que je vois beaucoup passer, c'est « Oh my God, les conspirationnistes avaient raison ». Puis tout d'un coup, de justement légitimiser pas juste les trucs qui entouraient Epstein Files, mais comme toutes les conspirations à gauche et à droite, aussi farfelues qu'elles soient, sous le prétexte que ce petit bout-là, il était vrai. Puis c'est intéressant parce que ce genre de truc-là, ça arrive souvent là, quand les MK Ultra Files ont été dévoilés aussi, il y a eu le même mouvement parce que tout d'un coup, tout ce qui était autour de ça a été légitimisé, même si dans les faits, essentiellement, il y a une partie seulement qui était confirmée. Puis c'est important, je pense, d'en rester sur les faits. Puis une des conspirations qui ressort beaucoup ces temps-ci, c'est Pizzagate. De par le fait que il semblerait qu'il y ait peut-être eu un code dans les fameux courriels. Puis je voulais savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez justement sur le fait que ces gens-là utilisent ce qui se passe en ce moment comme un peu ce statement-là très généraliste qui dit « OK, toutes les conspirations maintenant, il y avait peut-être de la vérité derrière, peut-être que tout est vrai si ça, c'était vrai. » A priori, c'est... je m'excuse de ce truc, mais c'est un peu épais comme raisonnement. C'est pas parce qu'une chose est vraie que tout le reste est vrai. Je pensais y aller en plus en douceur, mais OK. Non, mais... Je veux dire... Commence raide, hein? Je pense que ton rhume a été tough la semaine dernière, là, clairement. Là. Je suis le ton est très clair. Okay. Non, mais tu sais, je dis ça avec beaucoup d'amour et de bienveillance. De bienveillance. Mais c'est pas parce qu'une chose est vraie que tout le reste est vrai. Puis la différence entre une théorie de conspiration et une conspiration, c'est est-ce que des gens ont conspiré ou pas. C'est ça la différence. Donc, les courriels montrent que beaucoup de personnes puissantes et influentes se connaissaient, jasaient entre eux, qu'il y a des signes sur certains sujets de conspiration, que des gens se sont entraidés pour améliorer leur image ou pour faire des choses croches. Mais ça veut pas dire que les Américains sont pas allés sur la Lune. C'est faire un saut qui est pas logique, là. C'est deux choses différentes. On peut accepter que... Puis j'irais même pas jusqu'à dire que parce que ça parle de pizza dans les courriels d'Epstein, que Pizzagate était vrai. Dans le sens que je suis même pas convaincu qu'il y a un code autour de la pizza. Je veux dire, les gens riches sont weird, là, puis peut-être qu'ils traitent vraiment sa pizza. Je le sais pas. Il y a plein d'affaires comme ma pizza préférée, c'est une telle. Ben, OK. Je sais pas pourquoi tu écris ça à tes amis par courriel. Je sais pas. Peut-être. Mais, fait que, on a pas de preuve que c'est un code. Puis le problème, c'est que mon hypothèse, c'est qu'on est primé à reconnaître ce mot-là, à associer le mot pizza à ça, c'est quelque chose. Fait que c'est un peu un biais de confirmation aussi, là, parce que il y a beaucoup send from my iPhone là, ou send from my iPad là, dans les courriels, puis c'est pas nécessairement un code ça non plus pour comme quelque chose. Là. Fait que, je sais pas. Peut-être que c'est un code. Je sais que j'ai vu un autre journaliste que je respecte quand même parler qu'il y a beaucoup de références à des pâtisseries, puis dans des contextes des fois un peu weird, ou que que oui, il y a des fois des références à la nourriture qui semblent sous-entendre autre chose. Peut-être, mais ça, on n'a pas la preuve, mais c'est pas parce que ça
ça arrive, et même si ça se révélait vrai, que la pizzeria Comet Ping Pong à Washington, dans le sous-sol, les démocrates faisaient des rituels satanistes avec des enfants. C'est deux choses un peu différentes. Je maintiens que dans ma tête, il n'y a absolument rien de suspect que des gens qui travaillent dans un bureau, des longues heures de travail, parlent sans cesse de nourriture. Là. Ça fait partie de la game, puis n'importe qui a une job de bureau. Il y a même des fois un channel entier dédié à qu'est-ce qu'on mange ce soir, surtout en cas d'overtime. Fait que pour moi, le fait de commander de la pizza à la pizzeria du coin, il n'y a pas de... Tu sais, je comprends que dans les courriels, des fois, il y a des trucs bizarres, mais justement, c'est des choses qui sont hors contexte. Puis non, mettons, les fameux courriels de Hilary. C'était pas hors contexte de parler de « Hey, on fait de l'overtime ce soir, qu'est-ce qu'on mange? » C'est normal comme conversation. Ouais, puis là, parce que Sam, tu as fait de la référence au justement ce qui est connu comme le Pizzagate. Puis, à la limite, est-ce qu'il y aurait une espèce de pollinisation croisée? C'est-à-dire qu'il y aurait eu un passage de ce qui a été cru comme étant une théorie c'est une théorie du complot, fait que c'est ce que c'est, là. Et le fait que le mot pizza est revenu souvent, parce qu'il y a des gens de cet environnement-là qui étaient dans d'autres sphères qui sont nécessairement liés avec la dite théorie du complot sur le fait qu'on groupe des enfants dans des sous-sols de pizzeria. Est-ce que ça a été pointé? Est-ce que, tu sais, c'est en ce sens-là? Parce que, tu sais, c'est juste un hasard ou tu voulais juste faire comme un tour de magicien, on regardait par là pendant qu'il y a des choses qui se passent par là? Ben, je pense qu'il y a une partie qu'on ne sait pas. On n'aura pas de réponse satisfaisante et finale là-dessus. Tu sais, quand tu regardes qui étaient ceux qui étaient les grands propagateurs du Pizzagate, c'est des gens qui sont maintenant dans l'administration Trump, là, qui étaient dans ceux là, qui l'ont vraiment comme moussé. Là. Oups. Oui, mais c'est vrai, là. Mais tu sais, c'était beaucoup parce que ça, il y a eu la fuite là, des courriels là, de Podesta, là, du Parti républicain, démocrate. Puis là, les gens avaient lu ces courriels-là, puis ils regardaient, regarde, ils parlent tout le temps de pizza, ça doit être un code pour X. Mais je sais pas si vous connaissez le Pentagon Pizza Index, l'index de pizza du Pentagone. Oui. Parce qu'il y a comme une théorie que si tu traques le nombre de pizzas qui sont livrées au Pentagone, tu peux savoir s'il va y avoir des frappes militaires quelque part dans le monde. Parce que là, les gens, ils travaillent tard parce que là, ils doivent, je sais pas moi, ils ont des bateaux de pêcheurs vénézuéliens à faire exploser. Fait que là, il faut qu'ils commandent de la pizza pour pouvoir planifier ça. Là, excusez, c'est dark, là, mais c'est un peu ça qui se passe en ce moment. T'es totalement en feu cette fois-ci, là. Seigneur, je m'y attendais pas. Man, tu m'enlèves mon rôle de genre de grand chialeur, là. Mais oui, puis sachant qu'encore une fois, quand tu travailles tard dans un bureau, tu commandes de la bouffe. Puis il n'y a pas mis le truc d'ouvert la nuit. Parce que comme j'expliquais à Nicolas, que j'ai survécu la tuberculose la semaine dernière. Là, c'est dans un élan très créatif, je trouve. T'as un regain. Oh my God. Wow. Elle est excellente. Mais oui, mais effectivement, puis pour une raison obscure du moins en Amérique du Nord, la pizza est comme une espèce de mets passe-partout, justement, pour le travail, tard le soir. C'est encore comme ça en 2026. J'ai des amis qui vont justement travailler tard et l'employeur va commander des pizzas. Il y a comme une espèce de stigmate associé à ça qui n'est pas lié, qui n'a pas de lien avec le fait qu'il y a du monde au sous-sol des pizzerias, mais le fait que le corporate américain, il aime beaucoup la pizza essentiellement. Mais je pense que le cerveau humain aime faire des liens. T'sais, on aime ça, faire des rapprochements. Puis c'est là que le danger de tomber dans la conspiration est quand même grand. Puis tu sais, d'avoir ces millions de courriels-là disponibles avec des beaux sites sur lesquels tu peux les rechercher de façon assez user-friendly, c'est un peu propice à ça, là, à chercher des choses parce que ce qui est quand même frappant, moi, ce qui m'a frappé, j'ai pas passé trop de temps parce que j'avais d'autres choses à faire, mais j'ai quand même passé un peu de temps à lire les courriels-là. Puis tu sais, ce qui frappe, c'est la banalité de la majorité des trucs. C'est des vieux doutes qui s'échangent des articles Wikipédia, là. Il y a une bonne partie que c'est ça, là. Hey, t'as-tu vu ça? Puis là, il envoie sur l'article Wikipédia. Puis aussi, j'ai réalisé que les riches, là,
l'orthographe, ils s'en foutaient complètement. Ça, Mhm. tu sais, je veux dire, il y a un certain niveau que t'as pas besoin d'antidote, là. T'as plus besoin de ça dans ta vie. T'as plus besoin de te Moi, je suis en train prouver, de, hein. moi, je relis mes courriels, là, tu sais, que, tu sais, je me suis pas trompé d'accent. Mais non. Epstein, Moi, là. ce qui me fascine, c'est la quantité de rédaction par courriel, là. Je pense que la dernière fois, j'ai écrit à des gens comme ça par courriel, c'est parce que j'étais à l'université, puis c'était mes collègues de travail, c'était un peu pré-réseaux sociaux encore. Mais ça me fascine que, comme, what? Comme ça, d'écrire par courriel de la rédaction, comme si t'écrivais une lettre. Je trouve ça vintage. Je peux pas croire qu'il y avait pas de texto ou des trucs comme ça, mais courriel. Weird. Mais par rapport à, tu sais, juste ce que tu disais, je pense qu'on en revient à notre fameuse pyramide des conspirations, où est-ce qu'il y a comme une grosse différence entre on a des questions. C'est comme dans le fond, on est comme, c'est comme, il y a clairement des trucs en ce moment, puis je pense que c'est notre conclusion initialement là, d'aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'on sait pas encore, puis tu sais, c'est normal d'avoir ces gaps-là, puis de dire on a des questions. Puis quand on tombe dans les théories de conspiration, c'est parce qu'on commence à essayer de donner des réponses qui sont pas nécessairement ancrées dans la réalité. Puis c'est là que ça devient un problème, parce que il y a un processus pour découvrir de l'information, puis c'est de faire des recherches, de valider cette information-là, puis de justement pas commencer à fabuler, puis à vouloir remplir ces gaps-là qu'on a avec n'importe quoi essentiellement. Puis ce que je vois en ce moment beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de remplir ces gaps-là avec des trucs qui sont pas nécessairement prouvables, qui ont pas nécessairement de sens, puis qui servent pas à grand-chose essentiellement parce que d'inventer des grosses théories de conspiration par-dessus cette situation-là, ça l'aide personne, surtout pas les victimes. Ouais. Puis, comme justement, dans une des aspects un peu conspirationnistes que j'ai. Je vais l'appeler conspirationniste, là, même si, tu sais, encore une fois, tu sais, c'est basé sur un fond de vérité, puis il y a des éléments vrais là-dedans, mais tu sais, les meilleures conspirations sont basées sur des éléments de vérité. Puis il y a comme un genre de regain d'antisémitisme, je trouve, dans beaucoup des théories qui circulent, parce que oui, Mhm. Epstein et certains de ses proches avaient des liens, par exemple, avec des personnages comme Ehud Barak, l'ancien premier ministre israélien. Il y avait des liens, tu sais, il y a des théories qui circulent, c'était un agent du Mossad, mais il y avait aussi des liens avec le MI5 et avec la CIA qu'on peut tracer. Mais tu sais, j'ai vu beaucoup de ah oui, c'est les Juifs qui sont derrière ça, tu sais, puis le gros marqueur jaune mis là-dessus. Et ça, c'est un peu inquiétant quand tu vois des gens commencer à faire ce genre de lien-là. Tu sais que c'est pas juste ah oui, lui, tu sais, il y a un lien avec tel premier ministre, puis lui, non, c'est ah oui, en tout cas, il y a quelque Il y a chose un lien, donc on peut justifier oui, de dire que potentiellement. ah oui, c'est Ouais. l'ensemble d'un peuple qui est responsable de quelque chose de méchant tout. et ouais. De tout. Puis je C'est la pense que, fin. mettons, Oui. vas-y, Nicolas. Non, c'est parce que on l'a un peu mentionné, cette personne-là, elle était très influente parce qu'elle était connectée avec à peu près tout et n'importe quoi. Fait que là, de tirer des théories de conspiration sur le fait qu'il était connecté avec ces gens-là, tu sais, c'est un peu farfelu. Puis encore là, tu sais, il était connecté pas parce que nécessairement il voulait faire visiter son île à tout le monde ou tout le monde voulait visiter son île. Dans bien des cas, ça devait être d'une banalité extraordinaire, comme tu le mentionnes, c'est une banalité extraordinaire comme conversation parce que c'est juste de la coordination standard ou tout ce type de choses. Puis ça me rappelle, tu sais, il y a très longtemps, quand les cellulaires étaient pas encore chiffrés, donc étaient analogiques, on était capable d'écouter les conversations. Et quand tu écoutais ça, c'était d'une banalité extraordinaire à quel point l'humain a rien d'intéressant à s'échanger réellement. Là. Donc, c'est ça aussi qui transparaît énormément dans ces communications-là. C'est sûr que si on ne sait pas la totalité des communications, il y en a encore qui sont retenues parce que probablement qu'il y a des raisons que le gouvernement américain retient ces informations-là, mais il demeure que 95%, puis c'est pas plus, des communications entre humains, c'est de la coordination de point de vue genre du quotidien puis des choses d'une banalité extraordinaire. Et c'est d'autant plus tough de trouver quelque chose de extraordinaire dans quelque chose d'ordinaire, puis ensuite tu fais comme c'est de l'ordinaire, puis tu fais de l'extraordinaire avec de l'ordinaire. C'est un peu ce que vous mentionnez, parce que c'est noyé. Là, on parlait des pizzas. Ben, tu sais, oui, c'est normal, mais c'est tellement normal que là, ça devient extraordinaire pour une certaine catégorie de gens de la normalité de ce que c'est, ce qu'on aime les pizzas dans le Covered America. Mais
ça me fait rappeler, avant qu'on tombe un peu dans... Parce que parmi nous, il y a Sam qui a passé beaucoup de temps à lire et à fouiller dans ces fameux dossiers-là. Mais une des choses aussi que je voulais mentionner avant qu'on rentre un peu dans ces trouvailles-là, c'est de... Parce qu'en pré-épisode, on jasait à quel point, justement, le site le gmail.world qui a comme mis en forme un peu tous ces dossiers-là dans essentiellement ce qui est une boîte Gmail là, qui est super facile d'usage, à quel point c'est user-friendly puis bien fait. Mais que le downside de ça, c'est essentiellement que tout le monde, littéralement, peut avoir accès à ça. Je veux dire, il n'y a pas de limite d'âge. Votre ado peut aller fouiller là-dedans. N'importe qui peut aller fouiller là-dedans. Puis dans les faits, c'est que c'est pas tout le monde qui est nécessairement psychologiquement équipé pour dealer avec certains des trucs qui sont... Parce que oui, il y a beaucoup de banalités, mais il y a une couple de courriels là-dedans qui donnent mal au cœur. Puis non seulement ça, mais on est aussi bombardé sur les réseaux sociaux. Fait qu'il y a comme un volet double ici où est-ce que d'un, si vous vous intéressez à ça, vous avez vu quelque chose passer sur les réseaux sociaux qui est complètement outrageux, assurez-vous peut-être de valider que c'est une vraie capture d'écran de quelque chose qui est vrai pour vrai. Il y a une façon de le faire rapidement sur Gmail, de juste aller voir si c'est vrai avant de dire « Ah, cette information-là, je l'absorbe dans mes schémas de pensée parce que ça doit être vrai, je l'ai vu passer sur Instagram. » Puis on en voit beaucoup là, du contenu passer là, sur Blue Sky, sur Instagram, sur TikTok, plein de gens qui analysent les fichiers. Puis il y a beaucoup de gens qui font de la désinformation. Parce que c'est sûr que dans n'importe quel moment où est-ce que c'est choquant, c'est du breaking news, il y a puis un volume impressionnant d'informations, il y a des gens qui vont en profiter pour faire de la désinformation. Puis on en a vu un peu avec justement ces fameuses théories antisémites-là qui commencent à émerger de tout ça. Mais il y a des gens qui vont jusqu'à créer des emails ou truquer l'information pour justement aller appuyer leur point. Fait que de toujours appliquer là, une bonne hygiène d'information, si on veut, là, valider l'information, d'aller vérifier qu'elle existe, mais aussi de s'assurer que vous êtes correct à visionner ça, parce que c'est quand même lourd là, de façon générale, de vous protéger, de vous demander est-ce que j'ai besoin d'aller voir les photos ou est-ce que genre je peux me bâtir une idée de la situation sans nécessairement aller voir ça. Est-ce que c'est utile pour moi de lire ces contenus-là ou est-ce que je peux attendre que des journalistes de confiance fassent une analyse un peu plus là, en profondeur, tranquille, à tête reposée, puis juste lire cette analyse filtrée-là ou est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir les détails un peu crus de la chose? Je pense que c'est toujours... Puis si vous avez des jeunes à la maison, ben, peut-être que c'est un bon moment d'avoir cette discussion-là avec eux parce que eux aussi voient ces contenus-là sur les réseaux sociaux puis le sait encore une fois, il n'y a aucune limite d'âge, il n'y a rien. N'importe qui peut regarder, puis est-ce qu'on est correct à ce que n'importe qui puisse aller consulter les documents de n'importe quel âge? Fait que peut-être qu'il y a comme de l'éducation à aller faire à ce niveau-là aussi. Mais je sais pas, Sam, toi qui fais beaucoup d'OSINT dans la vie, est-ce que tu aurais des conseils supplémentaires à donner aux gens qui seraient tentés d'aller investiguer eux-mêmes dans justement les outils comme Gmail? Mais je pense que c'est pas une mauvaise idée de se mettre une limite de temps, de dire, ben, tu sais, je vais faire ça pendant, par exemple, une demi-heure à la fois ou 1 heure à la fois. Tu sais, c'est si tu passes comme une nuit complète, c'est là que ça peut commencer à devenir un petit peu plus malsain. Donc, c'est de se mettre une limite de temps avant de commencer, de dire, écoute, tu sais, je vais mettre un maximum 30 minutes, maximum 45 minutes. Comme tu disais, es-tu obligé d'aller voir les images? Aussi, juste, je pense que pour pas... Faut faire attention à pas comme sauter aux conclusions. Tu sais, fait que c'est ça, de faire attention. C'est pas parce que quelqu'un est mentionné là-dedans qu'il a fait quelque chose de mal. Ça, c'est un peu élémentaire, mais c'est un peu ça. Puis c'est ça. Fait que je pense que c'est ça, de pas sauter aux conclusions, de faire attention à pas voir des liens où il n'y en a pas. Mais ça, c'est difficile, mais tout le temps de se demander, mais si je fais ces liens-là, qu'est-ce qui les prouve? Est-ce que j'ai d'autres sources, d'autres informations ailleurs qui peuvent corroborer ça? Puis je pense que si on voit qu'à un moment donné, ça nous rend si on se fait du mal, on sent que, je sais pas, moi, je suis vraiment fâché en disant ça, ou je suis triste, ou je suis dégoûté, ou j'ai trop d'émotions, ben, c'est de prendre un break, là. C'est comme, arrête, fais autre chose. Ça... En gros, c'est ça, je te dirais. Ouais, je vais rajouter sur ça, parce que moi, j'ai fait le choix de ne pas y aller. Parce que je préfère mettre ça dans les mains de gens qui sont spécialisés là-dedans. Parce que tu parlais d'être capable d'analyser l'information. Je n'ai pas la grille d'analyse qui me permet d'analyser ça de façon correcte et suffisante. Et à part partir sur des histoires bizarres puis me faire brouiller mon esprit d'une quantité d'informations qui m'amène nulle part, moi, je préfère juste pas y toucher et lire des articles de publications de confiance
ou de vous écouter parce que vous êtes clairement plus informé que moi sur ce sujet-là. Puis d'en tirer des conclusions à partir de ce que vous dites et non de la lecture du document maître parce que ça va troubler mon esprit pour rien, puis je vais peut-être mal dormir, puis j'aime assez dormir. Ouais. Mais tu sais, je vous donne un exemple. Ça, honnêtement, dans les courriels, puis c'est comme j'ai pas passé ce temps, je suis pas tombé sur rien de particulièrement dérangeant. Puis c'est peut-être la déformation professionnelle, mais T'inquiète. tu sais, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, parce que je prépare une petite mini-série pour mon autre projet de balado, là, Le bruit des bottes. Puis là, je fais comme une mini-série sur l'intersection du satanisme et du nazisme. Petit sujet assez niché, mais ce qui m'a amené à aller lire des extraits, par exemple. Petit sujet léger aussi, tu sais, genre une petite lecture du vendredi soir. Mais comme petit verre de vin, ça va bien. Des extraits de certains textes, dont Turner Diaries, qui a inspiré l'attentat d'Oklahoma City là, dans les années 90. Puis ça m'a honnêtement troublé. J'ai fini ça, puis j'ai lu un bout, puis j'étais comme yark, je n'aime plus l'humanité. J'aime pas ce que. Fait que j'étais allé faire d'autres choses. Tu sais. J'étais allé faire quelque chose qui avait rien à voir avec les écrans. T'es allé toucher du gazon, là. Ouais, c'est ça. Parce que c'est comme, OK, je voulais lire cette partie-là parce que, oui, j'en avais entendu parler, mais je voulais savoir si c'est vraiment ça que ça dit. Puis là, tu lis, puis t'es comme, ah oui, c'est vraiment dégueulasse. C'est aussi dégueulasse que ce que je pensais que ça allait être. C'était même plus dégueulasse parce que c'était froid. C'était comme une liste d'épicerie, mais en tout cas, vous écouterez. Genre de la cruauté, mais comme la banalité de la cruauté, là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que là, je pense que c'est un exemple de, à un moment donné, il faut que tu saches que, OK, il faut pas que tu continues. C'est pas le moment de poursuivre tes recherches, d'aller lire d'autres textes, d'autres trucs. C'est comme, OK, je prends un break. Puis j'ai pris comme 2-3 jours de break, de pas toucher à ce sujet-là, de mettre ça de côté, lire sur d'autres sujets, parce que j'en ai, tu sais, tant 2-3 affaires sur le feu en même temps. Puis d'y revenir une fois que j'étais comme, OK, c'est correct, ça. Puis j'ai pas besoin de réouvrir ce livre-là. J'ai compris de quoi ça parlait. J'ai pas besoin de lire la fin, là. Pas intéressé de savoir comment c'est fini. Ce que je comprends, c'est de savoir quand s'arrêter. Mais une des choses que quand tu viens présenter justement à mes étudiants les grands principes de l'OSINT, tu mentionnes aussi comment commencer. Puis le fait que c'est important de ne pas juste commencer à chercher, mais d'avoir une question précise à laquelle on cherche. Puis je pense que c'est important, surtout quand on a une quantité massive d'informations comme ça, si on va aller chercher des choses là-dessus, c'est pas juste on va aller voir un portrait d'ensemble, c'est parce qu'on a une question précise à laquelle on va aller chercher une réponse. Puis justement, oui, savoir quand s'arrêter, mais savoir également comment bien commencer. Puis, c'est ce qui m'amène à te poser la prochaine question, Sam, c'est de savoir, quand toi, tu es là rechercher des choses, c'est de quoi tes questions et quelles réponses est-ce que tu as trouvées? Là, plus en mode, je sais en émission, tu nous parlais que tu voulais parler du lien culturel que Jeff Redson avait eu sur, entre autres avec 4chan, Bannon, etc. Fait que je serais comme Trump, le mouvement anti-MeToo. Fait que je veux savoir un peu comment tu es arrivé à trouver ces réponses-là. C'est quoi les questions? Qu'est-ce que tu as regardé? Beaucoup de ces choses-là, c'est des informations de seconde main de journalistes qui ont travaillé là-dessus. Puis d'ailleurs, qui étaient, honnêtement, comme il y en a un que j'aime beaucoup, le Panic World, qui est un balado. Il y a aussi une infolettre là, qui parle principalement de phénomènes sur Internet. Fait que, c'est beaucoup de choses très, très nichées sur Internet, beaucoup en lien avec l'extrémisme aussi. Puis lui était démoli. Il en parlait, puis tu sentais dans sa voix qu'il l'avait trouvé rough les derniers 4-5 jours parce qu'il avait passé des heures et des heures à lire les courriels. Donc, je me suis beaucoup fié là-dessus. Je suis allé faire quelques recherches sommaires pour essayer de voir est-ce que je peux confirmer, juste pour confirmer, y a-tu vraiment des patates ou ça tue de l'air qu'il y a là, mais j'ai pas eu le temps de faire ça, fait que je peux pas dire que oui, j'ai tout refait son travail. Là. Mais si on prend par exemple le côté 4chan, c'est un peu drôle parce que le créateur de 4chan, c'est un Pool, j'oublie son prénom, quelque chose Pool. Son surnom, c'était Moot sur son handle.
Ben, il a comme copié le code d'un site d'animé japonais, puis il a fait 4chan avec ça. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un, comme je dis, c'est tout le temps les échanges des pages Wikipédia, là. Fait qu'il y a quelqu'un qui envoie la page Wikipédia 4chan à Jeffrey Epstein, puis il dit, hey, puis je pense que c'est entre Bannon puis Epstein, cette conversation-là. Hey, t'as-tu vu ça? Puis là, Bannon lui dit, Moot, c'est un des meilleurs hackers aux États-Unis, tu devrais le rencontrer. Bon, Moot, c'était pas un hacker. C'est un gars qui codait, là, mais c'était pas un hacker, là, mais en tout cas, il est deux vieux bonhommes qui connaissent pas trop les ordinateurs. Pour eux autres, c'était un hacker. Il écrit une ligne de code, c'est un hacker. Ouais. Puis, il l'a rencontré au moins une fois. Puis, après ça, il y a plein d'autres courriels où que c'est plus l'équipe de Epstein qui essaye d'avoir d'autres rendez-vous, puis que l'autre, il se pointe jamais ou il répond pas. Tu sais, il y avait vraiment la tête un peu un genre de douchebag qui répondait pas au courriel ou qui se présentait pas au rendez-vous qu'il prenait. Tu sais, Moot avait pas l'air d'être le doute avec l'éthique professionnelle la plus développée. Mais ce qui est, et encore une fois, c'est purement circonstanciel, mais peu de temps avant ça, il avait enlevé le canal politique parce qu'il y avait trop de racisme, d'antisémitisme, de néo-nazis, puis tout ça. Fait qu'il avait enlevé le board politique. Puis le lendemain d'avoir rencontré Epstein, ben le board poll, qui était politically incorrect, là, qui était pas mal, ou c'était B. En tout cas, le board, celui où que les nazis se sont ramassés, est réapparu. Il était remis. Alors qu'avant ça, il avait dit qu'il voulait pas. Puis c'est beaucoup dans ce board-là que, par exemple, Gamergate a démarré, que Pizzagate plus tard a démarré. Fait que, il y a comme un lien très circonstanciel. Ils se sont rencontrés juste avant. Est-ce que ils se sont parlé? Est-ce que Epstein lui a parlé contre la censure? Puis là, ça lui a donné une idée. On ne le sait pas. T'sais, on n'a pas d'informations autres que cette intersection à un moment dans l'histoire précis. Oui. C'est intéressant, j'aime ça que tu t'approfondisses parce que là, il y a des éléments circonstanciels là-dedans. C'est ce qui mène généralement à des théories du complot. Tu parlais des pizzas, on en parle depuis tantôt, mais il y en a d'autres. Comment on peut déduire des vraies conclusions d'éléments circonstanciels ou d'avoir des pistes, puis reprendre un peu ce que Catherine te demandait, c'est quoi ta question? Parce que ça l'émane une question. Tu as des éléments circonstanciels, donc tu as une seconde question. Est-ce que ces éléments circonstanciels-là ont une valeur réelle ou ils sont effectivement juste circonstanciels et sans conséquence sur ce que je cherche? Ben, on sait que Bannon a quand même vu dans cette crowd de 4chan puis de Gamergate, surtout quand Gamergate a démarré. Pour ceux qui s'en rappellent pas ou qui ont la paix mentale de ne l'avoir jamais su, Gamergate, en gros, là, je vais essayer de résumer ça, là, il y a une designer de jeux vidéo. Elle avait gagné un prix, je pense, cette année-là. Elle avait écrit un jeu qui s'appelait Depression Quest. Fait qu'elle avait fait ce jeu-là. Plein de gamers disaient que c'était pas bon parce que, je sais pas, moi, c'était pas Call of Duty. Puis, son ex a publié une lettre où qui disait plein de choses sur elle et qu'elle avait couché, par exemple, avec des journalistes de l'industrie des médias du jeu vidéo, puis que c'est à cause de ça qu'elle a vu des bons reviews puis tout ça. Fait que là, il y a eu tout un mouvement de harcèlement ultra violent. Elle a dû se sauver de sa maison. Il y a d'autres femmes du milieu du jeu vidéo qui ont aussi dû se sauver parce qu'ils ont reçu des menaces de mort. Ça a été comme un genre de déferlement de haine. Puis partout, c'était comme non, c'est pour l'éthique dans les jeux vidéo. Ça, c'était le terme qui revenait tout le temps. Donc, il y a eu cette espèce de déferlement. Puis c'est quand même très niché. Parce que ça se passait sur Twitter, dans les cercles de gamers très nichés. Ça se passait sur 4chan. Ça se passait dans des forums de discussion très nichés. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose qui a touché la culture populaire. Ça n'a pas sorti sorti de ces espaces-là. Mais des gens comme Bannon ont vu ça puis ont dit, aïe, il y a quelque chose à faire avec ces jeunes hommes fâchés. Il y a de quoi faire ça. Milo Yiannopoulos a commencé à écrire
sur ça, sur Breitbart, le site web de Bannon. Puis après ça, Milo a été aussi impliqué dans faire populariser des gens de l'alt-right. Puis tout ce milieu-là, c'est comme un peu coalisé jusqu'à finalement Charlottesville en 2007, où il y a eu la grosse manifestation qui a fait un peu imploser tout le mouvement. Parce qu'après ça, ça a un peu explosé. Là. Fait qu'il y a quand même... Fait qu'on sait que Bannon avait un intérêt vers ça. Puis il a poussé vers Epstein, qui était le gars qui avait de l'argent. Il y a aussi un lien avec Epstein puis ceux qui ont écrit le code pour le Bitcoin. Il y a une grosse partie du code qui a été écrit après que Epstein ait donné de l'argent. Parce que ça, vers la fin de sa vie, il avait quand même beaucoup d'intérêt sur des façons de mettre son argent à l'abri. Puis, il était vraiment très impliqué dans tout ce qui était crypto-monnaie, puis trucs décentralisés. Puis, tu sais, comment est-ce que tu peux... c'est ça, des idées quand même très libertariennes là, sur l'argent. Mais lui-même, il commençait à être paranoïaque, parce qu'il y a les libertariens, c'est une chose, mais il y a des paranoïaques, puis il y a souvent beaucoup de paranoïaques qui se dirigent vers le libertarisme parce que ça répond à une espèce de se sauver d'un certain contrôle, d'une certaine force malveillante qui veut leur mal. Ben, je sais pas ce qui était paranoïaque, je le sais pas, mais de ce que je comprends, il y avait quand même une grosse partie de son travail à la fin, c'était beaucoup pour se réhabiliter son image. Tu sais, il y a beaucoup de ça qu'on peut voir. Tu sais, c'est un gars qui avait quand même des liens partout, puis tous ces gens-là n'étaient pas des partisans de ses activités parascolaires avec des jeunes filles. Mais tu avais... Excuse-moi, c'est très mauvais cela. Mais c'était aussi beaucoup, tu sais, des académiques. Tu sais, il y avait ça s'entourer de gens intelligents et de gens lettrés, de gens des universités. Tu sais, un peu comme, je sais pas, j'imagine un peu les salons là, du 19e siècle, là, où tu sais, t'avais monsieur un tel là, qui invitait tel auteur avec tel astronome, puis là, il jasait de grandes questions de la vie, mais c'est un peu ça que Epstein faisait. Puis il donnait aussi beaucoup d'argent à différentes choses. On sait aussi que, tu sais, il payait des gens pour éditer sa page Wikipédia. Il y avait des guerres avec les admins là, Wikipédia parce que il corrigeait les informations qu'il trouvait qu'il faisait pas le paraître. Tu sais, il y avait comme une importance mise sur comment est-ce qu'il était perçu. C'est ça. À cause de, justement, là, c'est démêlé avec la justice. Même s'il y avait eu une petite tape ses doigts, il voulait pas que ce soit de ça qu'on parle trop. Mm-hmm. L'autre sujet, je m'excuse, je vais aller pitcher, puis après ça. Vas-y. Ça, c'est. J'ai écouté un autre balado cette semaine. Puis, tu sais, j'avais pas fait le lien tout de suite. J'avais écouté 1 ou 2 épisodes. Eux autres, c'est In Bed with the Right. Puis, une des animatrices, c'est Maura Donegan. Puis, je sais pas si vous vous rappelez, je ne me rappelle plus en quelle année, c'est dans le tout début de MeToo. C'est comme dans le vraiment, on parle de. Je sais pas si c'est après, mais je pense que c'est même avant Weinstein, là, avant que ça sorte l'histoire de Weinstein. Il y avait le Shitty Men in Media, un Google Doc qui circulait. Puis, Maura Donegan, c'est la femme qui a parti ça. Puis elle disait, à l'époque, j'étais elle était au bas de l'échelle, elle était un job un peu entrée de gamme dans un magazine new-yorkais. Puis, elle a parti une liste parce qu'elle avait vécu quelque chose de très désagréable. Elle avait vécu du harcèlement sexuel dans un emploi. Fait qu'elle a parti ça. Puis, au début, c'est supposé être confidentiel. On se partage ça entre amis de, faites attention à un tel. Dans le milieu littéraire, médiatique new-yorkais. Sauf que ça a comme un peu été viral, son affaire. Et que là, ça a circulé partout. Puis, l'intro de cette émission-là commence en disant « Hey, Maura, il paraît que t'es dans les Epstein Files. » Elle dit « Oui, j'ai vu ça. » Puis elle, à un moment donné, elle s'est fait poursuivre. Elle dit « Il y a un d'autre qui m'a poursuivi. C'est pas moi qui avais mis son nom, mais comme j'étais la seule personne qu'on pouvait relier à ce Google Doc, c'est moi qui ai été poursuivi pour diffamation. Puis elle dit, moi, j'avais pas une scène. Fait qu'elle dit, c'est clair que la personne qui me poursuivait allait pas faire d'argent.
Elle avait réussi à avoir des avocats pro bono qui l'ont défendu. Il m'a dit, la personne qui me poursuivait, il payait ses avocats. Tu sais, il payait, puis il n'y avait aucune chance que, par exemple, je sais pas moi, si tu poursuis une grosse compagnie pharmaceutique, puis que là, tu gagnes des millions, mais les avocats, ils se payent avec l'argent du jugement. Mais dans ce cas-là, il a dit, j'ai rien. Fait qu'elle dit, la personne avait clairement pas l'argent pour payer ces avocats-là, puis elle savait qu'elle ferait pas d'argent avec moi. Fait qu'elle dit, je me suis toujours demandé comment ça se fait, tu sais, comme, y a-tu quelque chose, mais elle dit, en même temps, je n'ai pas mis plus d'énergie que ça là-dessus, parce qu'elle dit, j'ai beaucoup d'autres stress avec ça. Finalement, ça a été réglé hors cours, elle a dû payer comme un montant quand même substantiel. Mais dans les Epstein Files, il y a quelqu'un c'est Michael Wolff, qui est un journaliste. Puis je pense qu'il y a Larry Summers qui est dans cette... En tout cas, allegedly, parce que je ne m'appelle plus, etc. Mais en tout cas, Michael Wolff est sûrement dans cette conversation-là. Je pense que Summers aussi. Puis il envoie l'information à Epstein, dire, il y a une telle, elle a parti le truc, puis on connaît quelqu'un qui voudrait la poursuivre. Puis Epstein répond, I will help, je vais aider comme je peux. C'est pas une preuve, mais en tout cas, pour elle, on a des questions. On a des questions là-dessus. Ben, ça explique. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que des gens qui ont tous un peu des histoires MeToo eux-mêmes se parlaient entre eux autres et demandaient de l'aide à Epstein. Puis souvent, on voyait justement dans ces courriels que des gens qui avaient eu des démêlés avec MeToo, ben, ils contactaient Epstein qui était un peu le père bienveillant pour tous les gars qui avaient ce genre de problème-là, pour leur demander conseils, tu sais, comme qu'est-ce que je fais avec les médias, comment est-ce que je réagis, ou qu'est-ce que je devrais faire, tout ça. Tu sais, fait que c'est ça. Fait qu'il y a, tu sais, quand on parle de conspiration, ça, c'en est une vraie conspiration, dans le sens que des gens qui ont fait des affaires se parlaient pour savoir, mais comment est-ce que je fais pour réagir face à des accusations, etc., etc. Dark. OK. Ouais. Fait que, tu sais, il y a quand même plein de fils qui sont pas encore tous bien noués et bien... on n'a pas une belle conclusion. Voilà. Je sais. Fait que, effectivement, quand même des sujets... mais c'est impressionnant, justement, il y a comme une toile d'araignée, en fait, puis j'ai l'impression que ces dossiers-là, c'est comme si on venait de tirer sur un fil majeur de cette toile-là. Comme il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui semblent pointer dans plein de directions, oui. Puis, tu sais, qu'est-ce que là, l'intention, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations-là. Il y a eu des arrestations suivant le release de ces dossiers-là, entre autres certaines personnes de la royauté britannique, de mémoire, qui pensaient probablement qu'il y avait un peu plus d'impunité que finalement ce qu'il y avait. Mais dans le fond, est-ce que les conséquences s'arrêtent là? Est-ce qu'il va y avoir des investigations un peu plus en profondeur? Il y a un ministre britannique aussi qui a été arrêté parce qu'il avait dévoilé des documents confidentiels, des secrets là, qui n'étaient pas supposés partager. Epstein? Oui, parce que dans les courriels, tu vois qu'il partage des informations qu'il ne devrait pas. Et là, il s'est fait... Casual par Gmail, il n'y a aucun problème. Les conséquences sont... Il y a beaucoup plus de conséquences en Europe qu'en Amérique du Nord pour l'instant. En France aussi, là, il y a du monde là, qui tombe, là, puis il y a des enquêtes qui sont ouvertes, puis ils ont l'air de prendre ça pas mal plus au sérieux. Ici, bon, il y a Larry Summers là, qui... Écoute, le gars, il doit avoir 120 ans, là, mais là il enseignera plus à Harvard. Là. Qu'est-ce que ma question, c'est, selon toi, le fait que le président actuel soit nommé aussi souvent dans les dossiers, dans des contextes parfois qui sont un petit peu compromettants, en toute transparence, c'est pas juste on en parle casually des élections, etc. Il y a des parties qui sont mentionnées, des choses qui sont mentionnées par rapport à Trump. Selon vous, est-ce que c'est un peu une des raisons pour lesquelles il semble pas avoir d'action concrète? J'essaie d'avoir une réponse à cette question en ayant écouté Télé-Québec. Non, c'est Radio-Québec de Alexis Cossette-Trudel. Honnêtement, je comprends pas où ce qui est rendu. T'es allé écouter Radio-Québec? Oh my God, pour toi. Oui, je me suis dit,
Non, il y a une explication pour tout ça, là. Tu vas Il y a une la explication pour tout ça. Mais je l'ai pas compris. Puis on est, j'étais comme, Non. OK, non, ça. Tu sais, quand il faut connaître ses limites, j'avais Parce que c'était quand même un de ces trucs de campagne, là, qu'il allait arrêter tous les méchants pédos, satanistes, etc. Puis là, il y a une liste, là, on en a des noms. Il est partout dans le courriel, mais il va encore arrêter les méchants. C'est fait exprès, là. Inquiétez-vous pas. There's a plan. T'as un autre qui était comme le client numéro 1. Mais c'est sûr que ça. Ben, le problème, c'est que c'est pas partisan en même temps. Je veux dire, dans le sens que les gens nommés là-dedans, il y a plein de donateurs démocrates, aux démocrates. C'est même très East Coast, là. C'est très. Très new-yorkais. Mais c'est sûr que ça n'aide pas quand. Tu sais, là, il y a des documents. C'est sorti là qu'il y avait des accusations d'une femme qui dit avoir été agressée par Trump quand elle était mineure, qui n'ont pas été incluses dans les documents. Fait que là, le DOJ dit mais on va regarder là, pourquoi c'était pas là, on comprend pas. Fait que bon, est-ce qu'il y a d'autres documents qui vont être ajoutés? On ne sait pas. Mais c'est sûr que la justice américaine n'est pas trop friande de pousser trop loin en ce moment. J'ai pas l'impression. Je pense que c'est une débâcle. Oui, il a fait campagne là-dessus, mais quand on est arrivé dans du sérieux, tu l'as vu que comme backtracké de façon quand même assez importante. Et ça a été une pression publique-ish, puis d'un certain nombre de républicains quand même pour qu'ils finissent par ouvrir. Et c'était long. C'est long d'être arrivé à ce degré d'information-là qu'on a maintenant et qui est probablement largement incomplet encore pour comprendre certains éléments circonstanciels ou qui sont volontairement laissés circonstanciels si on n'a pas les autres informations complémentaires qui permettent de les placer dans le contexte. Mais surtout que jusqu'à cette histoire-là, il y a comme rien qui collait. Dans le sens que, il y a un scandale après l'autre, des affaires de corruption, de ci, de ça. Puis, c'était comme si, c'est pas grave, là, il y avait rien qui avait une conséquence. Il y avait jamais de conséquence. Puis là, c'est la première fois que tu vois qu'il y a comme un sujet qui fait mal, qui perd des gens, des alliés comme dès le début, comme Marjorie Taylor Greene, qui part. Je veux dire, elle a commencé sa carrière de politicienne comme étant une militante QAnon. Là. Je veux dire, c'était Fait que c'est quand même c'est quand même fou que cette histoire-là, ce soit celle-là qui le fasse autant, en tout cas, qui fasse mal, là, plus que qu'on aurait pu le penser il y a peut-être 1 an ou 2. Là. Mais même dans le Reddit, là, il y a comme un Reddit qui est super pro-Trump. Tu le vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme wow, je pensais que comme on était du côté qui allait protéger les enfants, puis là, ça marche plus. Puis il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir un genre de regret par rapport à leur vote en Sénat, de savoir que pour eux, c'était comme le combat numéro 1, puis ils étaient pas nécessairement d'accord avec les politiques, mais comme c'est tellement important de protéger les enfants qu'ils étaient prêts à voter pour. Puis ce segment-là de voteurs est vraiment délusionné en ce moment. Puis il se dit que comme, oups, c'est peut-être qu'on a fait une erreur là-dessus. Fait que c'est sûr que ça va être intéressant de voir, là, il y a les partiels qui s'en viennent aux États-Unis, non? Ça va être intéressant de voir l'impact que ça a sur le parti, le fait que la communauté en ce moment, elle est clairement fragmentée. Oui. Ben, je pense qu'il y a un noyau dur qui est comme... Oui, que la conspiration, c'est que ils ont changé le nom de comme quelqu'un d'autre par Trump pour comme l'accuser faussement, puis blablabla, là, comme absolument. Mais... Il y a des lézards. Il y a des lézards partout. Un clone qui a été remplacé par une autre personne. D'ailleurs, c'est des choses que je vois beaucoup en ce moment dans les trucs de conspiration, là, des conspirations que ça commence tout le temps sur les vedettes, ce genre de conspiration-là. Puis éventuellement, ça l'escalade jusqu'aux figures politiques. Mais de dire, telle vedette, elle a changé, puis d'aller voir toutes les célébrités qui ont eu des chirurgies faciales là, très extraordinaires dans les derniers mois. Je veux dire, dans le fond, c'est un clone, là, c'est pas la vraie personne. Puis ils commencent à en avoir sur des figures politiques que finalement, c'est comme... J'avais une que la femme de Charlie Kirk était un clone d'une ancienne figure parce qu'il y avait déjà... Mais là, l'affaire, c'est ce genre de choses-là, c'est qu'éventuellement, c'est comme le président, dans le fond, a toujours été un héros, mais il était remplacé par un clone evil. Puis là, ça
les gens peuvent justifier d'avoir cru en la personne en se disant que là, c'est juste un clone evil qui a été remplacé. Ça expliquerait beaucoup de choses. Oh! Ah ouais. Toi, t'es comme pro-théorie des clones. Let's go. Vive les clones et les lézards. Ouais, mais c'est des sorties rapides, c'est dans le sens où c'est comme une espèce de raccourci intellectuel pour justifier une idée de merde dans laquelle on est coincé. Il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de dire, OK, oui, je me suis trompé, puis d'admettre, puis d'avancer. Il y en a beaucoup qui sont pris dans cette prison-là de leur conviction, et la douleur de corriger une conviction qui est devenue aussi profonde est telle qu'ils vont inventer à peu près tout et n'importe quoi pour justifier cette sorte. Puis à mon sens, c'est pire parce que ça alimente les conspis encore plus. Quoique, c'est drôle, là, ça fait des drôles de conspis tout ça. Puis je trouve ça d'un côté très drôle écouter les histoires parce qu'elles sont quand même assez intéressantes. Mais en même temps, très triste de voir ces gens-là tomber dans la justification de leur mauvais choix et de ne pas les admettre, ces dits mauvais choix-là. Mais je pense que psychologiquement, c'est parce qu'une fois que quelque chose fait partie d'un pilier identitaire, ton cerveau a des mécanismes pour défendre ce pilier identitaire-là. Parce que notre cerveau aime pas ça, là, avoir à refaire son identité puis ses schémas de pensée. Puis pour beaucoup de gens qui sont justement dans ces extrêmes-là de radicalisation, ces idéologies-là, cette politique-là, le fandom-ish, là, si on veut, là, autour du président, c'est devenu un pilier identitaire. Je veux dire, est-ce que ça se fait ailleurs dans le monde, là, un genre de politicien, ou est-ce que tu as comme sa face sur un chandail, des posters chez vous, une Bible signée par lui, genre, ça n'existe pas, ce genre de concept-là, là, ailleurs dans le monde, peut-être en Corée du Nord, mais c'est pas normal comme processus. Puis là, tout d'un coup, t'as comme une figure politique où est-ce que les gens traitent cette figure politique-là comme une idole, là, comme une célébrité là, qui peut faire rien de mal, etc. Sauf que cette personne-là prend des décisions qui impactent des gens. Là. C'est pas juste une personne qui monte sur une scène et qui chante une chanson. C'est quelqu'un qui a un impact sur la vie des gens. Non, il danse. C'est dangereux, il chante pas, là. Il chante pas. Mais c'est dangereux de mettre quelqu'un comme ça sur un piédestal. Ça doit être un lézard, ça, parce qu'il fait juste danser. C'est dangereux de mettre des gens comme ça sur un piédestal. T'sais, on devrait pas mettre des politiciens sur un piédestal. Là. Ça devrait être des gens qui sont toujours sujets à la critique, puis comme à l'observation, puis toujours. Puis personne sur un piédestal, d'ailleurs. On l'a vu avec Noam Chomsky. Hein? Qui est dans les phrases. Mais oui, mais tu sais, en même temps, il y a des conséquences moins graves. Là. Je pense pas que comme si, mettons, ma chanteuse préférée se retrouvait dans les Epstein Files, dans des trucs douteux, je serais juste triste, mais genre, c'est pas grave. Mon identité entière est pas d'écouter cette musique-là. Je serais comme, j'aurais un petit deuil peut-être parce que c'était mon artiste préféré, mais t'as pas pris des décisions de vie majeures. T'as pas affecté la vie de millions de gens parce que tu supportais une vedette. Là, c'est vastement différent. Un politicien devrait pas être un statut de vedette, là, particulièrement. Le statut de vedette, globalement, ne devrait pas exister parce qu'il est problématique surtout dans la société dans laquelle on est maintenant. C'est devenu des religions. Ça remplace le dieu de la religion, c'est rendu une vedette, soit artistique, soit politique, là, en l'occurrence. Et là, c'est justement cette espèce d'élévation à ce statut de vedette amène le fait que c'est, comme aux États-Unis, quasi un roi maintenant, par cette élévation-là du peuple qui... oui, que c'est comme une mission divine, là. C'est comme de Dieu carrément, là. Fait que c'est dangereux. Fait que, c'est quoi les prochaines étapes, selon vous, par rapport à ce dossier-là? Qu'est-ce qu'on fait avec ça en tant que citoyen? Qu'est-ce qu'on fait avec ça en tant que personne qui s'intéresse à la désinformation, qui étudie les mouvements de société un peu, tout l'aspect tech, parce qu'il y avait beaucoup de liens là, par rapport à tout ça avec la tech aussi. C'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on regarde les yeux sur la situation? Est-ce qu'on milite? Est-ce qu'on appelle des politiciens pour s'assurer que les gens impliqués rencontrent justice? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas une vraie question facile. Tu sais, clairement, il faut qu'il y ait des conséquences aux actions. T'sais. Je veux dire, si Epstein avait été arrêté, quand il était arrêté la première fois, s'il avait reçu une tape un petit peu plus forte,
plutôt que d'être dans une wing de prison où c'est lui qui payait les gardiens puis qui pouvait partir 12 heures par jour. Mais peut-être qu'il n'y aurait pas eu les dizaines et les centaines d'autres victimes par la suite. Et tout ce que ça implique. Puis je veux dire, comme il devrait y avoir des conséquences pour un Steve Bannon d'être associé à cette personne-là, pour un Trump d'avoir été associé à cette personne-là. Il devrait avoir des conséquences. Ça devrait être disqualifiant. Ça devrait être quelque chose qui fait que on va arrêter, on t'écoutera plus. Désolé. Oui, mais tu sais, impeachment, je pense que ça serait pas, je veux dire, sachant que si on regarde dans les présidents du passé qui ont été impeached pour des trucs relativement moindres, là, comme. Pour l'instant, il n'y a pas encore de preuve de son implication dans quelque chose d'illégal. Tout le monde veut le trouver, là, la minute qu'on va le trouver, ça va être front page news, là, mais pour l'instant, il n'y a pas rien de cette nature-là. Il y a plus le fait de pourquoi voulais-tu autant ne pas le dévoiler? Mais c'est ça. Fait que je pense que oui, ça prend des conséquences. Puis je pense qu'il y a du travail à faire sur un peu l'influence de ces gens-là qui ont de l'argent sur la montée de l'extrême droite puis des mouvements comme l'alt-right aux États-Unis. Parce que l'idée du mouvement populiste, là, puis que les masses sont tout d'un coup devenues plus racistes, moi, j'y crois pas. C'est pas comme ça que ça se passe là, dans la vraie vie. Il y a des gens avec les moyens de faire diffuser un discours qui travaillent fort. Oui, parce qu'éventuellement, si le même mensonge est répété incessamment, les gens vont finir par y croire. Puis c'est des gens qui ont des moyens. On les a vus avec les grandes campagnes d'influence, le PR. On en avait parlé dans d'autres épisodes, Sam et moi, sur le dark PR. Puis je pense que c'est un cas typique de ça, là, où est-ce que tous ces mouvements un peu de radicalisation qui sont très violents, essentiellement, c'est du gros dark PR. Puis là, on a comme levé un peu le rideau derrière cette machine. Puis on voit cette machine-là, puis j'ai l'impression qu'on fait rien, puis qu'au final, au contraire, même ce truc-là qui a servi à lever le rideau est en train d'être utilisé pour renforcer la machine. Ouais, puis c'est un mouvement. Les gens sont plus convaincus que les conspirations sont vraies à cause de ça. Puis ça rend les gens vulnérables. On a des gens qui sont fâchés, qui sont inquiets, qui comprennent pas ce qui se passe, puis qui ont beaucoup de questions. Puis en ce moment, c'est sûr que le principe idéal, c'est qu'on dit à tout le monde, OK, on se calme, on va prendre le temps d'aller chercher les réponses. Mais les réponses sont pas cherchées en ce moment. Puis les gens se tournent vers les gens qui leur proposent des réponses. Puis ces gens-là ont pas des bonnes intentions. Fait que moi, c'est un moment de conversion. C'est ça, je sais pas, mais de toute façon, c'est parce que on cherche, les gens cherchent. Ça c'est vrai, puis ils vont se raccrocher après tout ce qu'ils voient. L'absence de conséquences, puis un peu revenir sur ce que Sam disait, m'agace énormément. Parce que dans un groupe social, donc quand les humains se sont organisés, il faut punir les individus qui sont toxiques pour le groupe. Tous les animaux dans les organisations sociales font ça. De peu importe la façon que c'est acté, ils vont finir par séparer les individus toxiques du groupe. Un des exemples les plus brutaux qui a été observé, mais qu'une seule fois, c'est chez les bonobos, où s'il y a un mâle qui s'en est pris un enfant, et l'ensemble du clan s'est débarrassé de ce mâle, sans aucune d'une dureté extraordinaire pour des singes qui sont très pacifiques, qui ont pas de violence et s'en sont débarrassés de façon très brutale parce que c'est devenu un objet toxique pour le groupe. À une époque, il y avait les bans où on bannissait les gens justement des sociétés. On les excluait justement parce qu'ils étaient des individus toxiques. Là, on peut débattre sur le fait que c'était politisé, c'était utilisé, ça. Bon, ça, effectivement, c'était mal utilisé. Mais il nous faut des mécaniques qui, je crois, à travers le système de justice qu'on a actuellement, est beaucoup le plus impartial qu'on a dans toute l'histoire. Et si ces systèmes-là ne sont pas capables d'embarquer pour punir des individus qui ont des actions qui sont considérées toxiques, on a un problème. À ce stade-ci, à part quelques cas européens pour le moment,
J'ai juste vu aux États-Unis le DEFCON qui a banni 3 personnes qui étaient trouvées dans les Epstein Files. Oui, c'est des conséquences. Est-ce que ça va leur faire mal? La réponse est non. Si ça leur fait pas mal, ça ne vient pas limiter les prochains. Et ça c'est le bout qui me dérange le plus. Props à DEFCON, par contre, d'avoir intervenu puis d'avoir mis l'accent pour protéger du moins leur communauté. Mais c'est un beau geste, mais sur le fait de dissuader les prochains d'agir, il est faible comme geste. Et c'est là où moi, comme parti dans une société, je suis agacé parce que le système à l'heure actuelle ne s'autorégule plus bien. Du moins en Amérique du Nord ou principalement aux États-Unis. Donc, on a une sérieuse question à se poser, indépendamment que ce n'est que des éléments circonstanciels jusqu'à présent qu'on a trouvés. Et si on voulait vraiment chercher, je suis sûr qu'on serait capable, à un certain point, d'enlever les circonstances et de conclure ou pas à certains éléments ou de tasser des gens parce qu'effectivement, il ne travaillait que tard et l'épisode n'a rien à rapport avec aucune allusion. Ou de l'autre côté, ben oui, c'est avéré ces gens-là parce qu'il y a des éléments qui viennent corroborer les circonstances. Ça m'agace. C'est ça. Puis, c'est juste pour peut-être comme souligner un peu dans le sens que on dit oui, c'est circonstanciel, tout ça. Mais le gars avait quand même été condamné. Donc, on savait qu'il avait sollicité une mineure. Il avait été condamné pour ça. Il avait plaidé coupable. Je veux dire, c'était clair. L'histoire qu'il y en avait une trentaine d'autres, ça, c'est sorti un peu plus tard, mais tous ces gens-là savaient quand même avec qui ils se promenaient. Noam Chomsky le savait avec qui il se promenait en avion privé. Oui. Puis qui disait à Epstein, oui, je trouve que MeToo est allé trop loin. C'est en train de dire à une personne qui était condamnée que MeToo est allé trop loin. Ça devrait être disqualifiant. Ça devrait être quelque chose qui dit, je m'excuse, tu as peut-être une belle carrière, mais à partir de maintenant, on va arrêter de t'écouter parce que tu dis des conneries. Il y a comme, à moins que les gens peuvent s'excuser, puis il y a peut-être, il y a de la place à la rédemption dans tout ça. Mais, bon, moi, en tout cas. Mais essentiellement, c'est que ton argument, c'est que, du moins à partir du moment qu'il y a eu l'accusation, peut-être qu'avant, il y a beaucoup de OK, c'est circonstanciel, les gens savaient pas, qu'ils étaient juste là pour jaser, puis ils ignoraient le party dans la deuxième chambre, blablabla. Mais une fois qu'il y a eu condamnation, n'importe qui s'associe après, tous ces gens-là, c'est après, là. C'est tout déjà après. Il y a façon de faire, tu sais, ça mérite un regard, ça mérite un petit salaire sur comme. Oui, puis il dit ça te dérangeait pas plus que ça? Mais tu sais, j'ai vu des courriels, par exemple, d'un homme d'affaires canadien, parce que une des questions que je me posais, y a-tu des gens du Canada, tout ça? Puis Epstein lui dit, oui, je vais être dans le lobby de l'hôtel avec 2 jeunes beautés. Puis dans le courriel d'après, c'est comme, hey, merci, très content de t'avoir rencontré. C'est vrai qu'elles étaient belles. Oui, c'est du locker room talk. Mais là, tu as ce gars-là, tu sais qu'il a été condamné pour quelque chose. Il est avec 2 jeunes que clairement tu dis oui, elles sont jeunes. Oui, je veux dire, il y a comme un. Ouais. Oui, toi, tu voulais de l'argent de ce gars-là parce que c'était un riche financier qui finançait des affaires de Bitcoin. Toi, tu avais une compagnie là-dedans, puis tu allais le voir pour de l'investissement. Fait que tu as juste décidé de fermer les yeux sur ce qui se passait parce que tu as décidé que c'était pas important. C'était pas assez important. En tout cas, c'est un peu. C'est ça le problème, je pense. Mais la fin, c'est, tu parlais de circonstanciel, mais sachant qu'on a le nom de cette personne-là, on pourrait lui demander, jeune, comment? C'était qui ces 2 personnes-là? Est-ce qu'on peut les identifier? Aller valider, est-ce qu'elle était là de façon. Est-ce qu'elles sont majeures? Est-ce que c'était consensuel? C'est comme, il y a des pistes. Circonstanciel, oui, OK, c'est Trump, il n'y a rien de prouvé. Oui, mais Trump, il y a un dictionnaire entier d'accusations qui ont été concrètes, puis de victimes qui se sont levées contre lui, qui ont dit leur histoire. On les croit juste pas, essentiellement. Ou ça a été dismiss, ou il y a eu une petite entente avec un petit NDA signé par la bande, mais comme on les a, ces informations-là, on a assez de preuves concrètes pour faire quelque chose. Déjà. On n'a même pas besoin d'aller plus loin. Mais il n'y a rien qui est fait quand même. Puis ça réfère un peu au contrat social. Que le contrat social dépend du fait qu'en tant que société, on a comme un code moral établi ensemble.
avec des conséquences qui sont censées être claires, qui est essentiellement notre code juridique. Puis on a quand même assez établi de façon, je veux dire, quand même assez uniforme qu'on était contre le fait d'exploiter sexuellement des enfants. C'est quand même quelque chose que maintenant on sait qu'il y a des gens qui s'opposent à ce concept-là, sachant le contenu des Epstein Files, mais de façon générale dans la société, je pense que c'est quelque chose qu'on a quand même un bon consensus, puis sachant que ce consensus-là n'a pas été respecté par un groupe d'individus, puis qu'il y a quand même des preuves autour de ça. Il y a quand même des choses qui sont plus que circonstancielles, qu'on pourrait aller creuser, qu'on pourrait aller chercher des vraies preuves concrètes, puis que ça se fait pas. Pour moi, c'est un bris du contrat social là, qui est en train de se faire. C'est un bris, là, on est censé avoir confiance dans le système juridique, on est censé avoir confiance dans les processus que ces gens-là sont. Il y a une investigation qui se fait, il y a des arrestations qui sont faites, il y a des conséquences qui sont émises, puis on les voit pas. Ben, en même temps, il a été accusé, là, il est reconnu coupable. Fait, c'est sûr que les informations qui ont été distribuées jusqu'à présent sont incomplètes parce que c'est pas suffisamment fort ce qui nous a été transmis pour conclure qu'effectivement il était coupable des gestes qu'il a posés. Et quand que ces informations-là qui vont, parce que c'est quand même de la justice criminelle, fait que c'est hors de tout doute, quand ces informations vont sortir, c'est sûr que les autres vont tomber de façon brutale et ça ne sera plus juste des circonstances. Mais cette pièce de puzzle-là, la réaction n'a pas été rendue publique. Il met encore ce flou artistique qui protège relativement beaucoup de gens. Mais il n'y avait pas un jugement que tout était censé être dévoilé. D'ailleurs, c'était un peu ma question là-dessus. J'avais l'impression qu'on avait eu déjà un jugement qui avait été dit que les dossiers allaient être publiés, puis que seulement les victimes allaient être protégées. Mais ce qu'on voit de ce qui est cavardé, il y a un peu plus que le nom des victimes de protéger. Oui, puis il y a même il y a eu plusieurs cas où les victimes n'étaient pas caviardées. Ouais. Fait que oui. Mais tu sais, c'est pas la première fois qu'ils disent oui, maintenant c'est tout. C'est comme la troisième fois qu'ils disent OK, ouais, on vous avait dit que c'était tout la dernière fois, là, mais attends. Tu sais, il y a tout un. Tu sais, c'est le classeur, là, dans le fond, que t'as pas regardé, là. Tu sais, c'est pas facile, là. Oh, wow. Fait que j'imagine qu'on va avoir un autre épisode éventuellement sur la partie 3 des Epstein Files. Qu'on va voir éventuellement d'autres choses qui vont ressortir là-dessus. Ou d'autres conséquences, d'autres toiles d'araignée qui vont se dévoiler sur l'impact que cette personne-là a eu sur notre culture du web et sur la politique. Yep. Il y a sûrement des gens qui vont finir par sortir publiquement face à ça. Tu sais, Ghislaine, là, elle en a parlé, mais elle, c'était juste un chose pour négocier son allègement de sa peine. Fait que, c'était pas honnête comme démarche que ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Mais il y en a certains qui sont là-dedans qui vont peut-être juste parce qu'ils n'ont plus rien à foutre ou parce il y a quelque chose qui les coince trop, qui vont ouvrir le kimono pour vraiment voir ce qui est en dessous de du dit kimono. Puis ça sera sûrement pas très beau ce qu'il va y avoir là. Et il va y avoir une suite et des conséquences à tout ça qui sont, j'ose espérer, qui vont réguler le pacte social qui fait que le groupe s'auto-place, s'auto-régule, protéger ses membres. À suivre là-dessus. Et qu'est-ce que c'est une bonne façon de conclure notre émission? Je pense, hochement de tête, parfait. Fait qu'on vous dit à la prochaine pour notre prochaine collab. Et on vous rappelle que si vous avez aimé le balado, on vous invite à le faire connaître autour de vous. On a parlé des petits plus, des 5 étoiles sur peu importe la plateforme de streaming que vous utilisez. Et à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.